Je vous demande d'accueillir d'abord deux de nos crypto-députés, si j'ai bien compris, à commencer par Madame Aignon, Christine Aignon, députée En Marche des Hauts-de-Seine, merci, et Jean-Michel Miss, député En Marche de la Loire, merci de prendre place si vous voulez bien. Primavera de Filippi, qui est chercheur au CNRS et à Harvard, et qui est avec nous ce matin. Nadia Filali, vous êtes la directrice des programmes blockchain à la Caisse des dépôts, et vous êtes pilote du consortium LB, le Lab Blockchain à la Caisse des dépôts. Thomas Prudhomme, vous êtes pilote digital à BPI France, et maître Jérôme Sutour, vous êtes avocat associé au cabinet CMS Francis Lefebvre. Merci aussi de votre présence ce matin parmi nous. Alors, Madame la députée, je vous en prie, si vous voulez bien prendre le micro, le cadre, le travail que vous avez effectué, je vous propose d'ouvrir cette première table ronde. Je vous cède la parole. Bonjour à tous. Donc, effectivement, un retour donc sur ce travail parlementaire qui a effectivement été fait de concert avec les professionnels et aussi avec Bercy, je dois dire que nous avons eu une très bonne collaboration et une réactivité extrêmement importante sur ce sujet, donc autour de la loi Pacte. Je pense qu'effectivement, cette législation, c'est un premier pas qui doit aider donc à cadrer donc toute cette réflexion, ces expérimentations autour de la blockchain, mais qu'il faut surtout que les professionnels s'en emparent, qu'ils l'expérimentent, qu'on sache effectivement si nous sommes allés dans le bon sens. Donc nous sommes tout à fait conscients que cette loi française, qui est une des premières du genre et qui a pour mission donc effectivement de favoriser le développement des applications blockchain dans notre pays, donc doit être expérimentée. Et nous sommes convenus d'ailleurs de faire des points très réguliers avec les professionnels et l'écosystème pour s'assurer donc que tout ça effectivement se construit, se met en place, et puis éventuellement voir effectivement les manques et les corrections qu'il faudrait y apporter. Donc c'est une démarche tout à fait pragmatique et constructive que nous avons souhaité mettre en place et dont j'invite tous les start-upers, tous les acteurs du système à s'en emparer. Alors, quand on parle blockchain, il y a aussi donc toute cette dichotomie blockchain public, blockchain privé. On a beaucoup d'expérimentations qui se placent, qui démarrent dans des consortiums, ce qui permet effectivement aux acteurs d'avoir un cadre sans doute plus de confiance, mais qui pose aussi toute la question de normalisation et de où va-t-on aussi avec ces blockchains. Alors pourquoi je parle de normalisation ? Parce que dans d'autres cadres, ce sont aussi des sujets qui sont abordés. On pourrait en parler aussi autour de l'intelligence artificielle, par exemple. Mais il faut noter que si la France et l'Europe souhaitent avoir donc une place prédominante sur ces sujets, il faut effectivement travailler ensemble, regarder ce qui doit être fait dans l'interopérabilité, dans tout ce qui peut aller dans le sens à la fois d'une légitimation de ces processus et aussi également parler de gouvernance. Donc tout ça, je pense, ça va ensemble. Ça doit se faire avec les acteurs. Les Européens peuvent faire de très belles choses, on l'a montré dans le passé dans ce domaine. Et donc c'est aussi à ce niveau européen qu'il faut effectivement travailler, surtout quand on voit effectivement Facebook qui lance son application, ce qui est on ne pouvait pas être plus dans l'actualité aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui même qu'ils vont révéler les éléments constitutifs, en effet. Deux questions, si vous permettez. Nous le verrons au fur et à mesure des deux tables rondes. La plupart des acteurs, des experts, des orateurs qui vont intervenir sont autour d'une idée aujourd'hui qui est de dire que nous sommes finalement là à un virage. Peut-être même, on le verra, le virage qu'a vécu Internet au moment où c'était une affaire d'experts, dont on pressentait les possibilités, mais
dont tout le monde ne s'emparait pas. Et puis c'est venu dans les mois et les années qui ont suivi, et là tout a changé. Notre univers, à nous tous, je dirais le citoyen de base, a changé. On en serait là sur la blockchain, est-ce que vous, alors première question, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans cette période de virage qu'évoquait déjà Éric Bothorel? Et puis deuxième question sur la notion de confiance, puisque c'est notre thématique là, sur quoi, à votre avis, là encore, il faut travailler? Alors, au niveau de la confiance, on parlait de gouvernance. Je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, on manque de transparence sur un certain nombre de sujets. Quand on parle de Bitcoin, il y a toujours derrière cette fumée de qui maîtrise quoi. On sait qu'il y a des Asiatiques, des Chinois, mais bon, tout ça manque... comme je disais, de transparence. Donc là, je pense que c'est absolument essentiel. Je ne sais pas ce que va faire Facebook, mais bon, on sait par où ils sont passés, toutes les interrogations qu'on a encore sur la façon dont ils protègent les données de tous leurs utilisateurs. Donc comment vont-ils faire cohabiter cette crypto-monnaie par rapport à leurs millions, leurs milliards d'utilisateurs? Donc c'est aussi une grande question. Donc je pense que la confiance, ça doit commencer par là, la transparence. Et également, donc toute cette... possibilité, je pense, l'interopérabilité, je pense que c'est extrêmement important. On parle de portabilité, par exemple, au niveau du RGPD. On sait à quel point c'est difficile de le mettre en pratique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me semble essentiel. Cette affaire de Facebook est peut-être symbolique de ce virage dont vous parlez? Tout à fait. Et bon, si Internet a échappé aux Européens, il ne faut absolument pas que la blockchain nous échappe. Et on revient à ce constat ou à ce souhait qu'exprimait Éric Bothorel et que vous exprimez tous, faire de la France, notamment via son cadre législatif, un pays en pointe en la matière. Mais ça, le débat est ouvert. C'est-à-dire que nos cocoricots exprimés depuis le début ici, peut-être légitimes, sont aussi une façon de vous faire réagir, j'espère tout à l'heure, dans les questions. Monsieur le député, oui, on va attendre. Je souhaitais réagir parce que vous allez aborder un point important sur la transparence. J'entends l'histoire autour du Bitcoin, etc. Le vrai sujet, de mon point de vue, c'est que la confiance ne s'obtient pas uniquement par le tiers de confiance. Enfin, c'est la grande démonstration de la blockchain. Et tu as raison d'insister sur la transparence. La question qui va avoir au cœur de tout ça, c'est est-ce qu'on garantit que la meilleure des transparences, elle peut être offerte par l'intermédiaire d'un tiers de confiance, ou est-ce qu'on fait confiance à un écosystème qui est déconcentré, décentralisé? Et je pense qu'on ne doit pas perdre de vue la promesse originelle de la blockchain. Quand on voit aujourd'hui la part que consacre la blockchain aux blockchains privées versus blockchain publiques, voire certains intermédiaires qui s'immiscent dans le sujet de la blockchain, moi je suis très attentif à l'idée qu'on puisse, au travers de la blockchain, avoir de la transparence sans pour autant avoir recours à un tiers de confiance. C'est juste la précision que je souhaite apporter. Je pense vraiment que c'est aussi au niveau européen qu'il faut travailler sur ces sujets parce que on a besoin d'associer tous nos efforts face justement à des acteurs comme Facebook qui arrivent avec leur puissance de feu. Et on n'arrivera pas... J'ai noté la leçon, voilà. Vous avez raison, j'étais trop hexagonal en évoquant cette idée d'être en pointe. C'est le pavillon européen que vous voulez voir en pointe et qui a la bonne dimension pour répondre, sans doute. En tout cas, j'ai noté cette remarque. Alors, on va entrer dans le concret directement avec, aujourd'hui, je le disais, des projets dont on verra les détails au fur et à mesure, mais on va commencer par le vôtre, si vous voulez bien. Vous pilotez-vous un consortium qui s'appelle Archipel, un partenariat entre la Caisse des dépôts, si j'en oublie, vous me direz, Engie, EDF, La Poste, et qui unissent aujourd'hui leurs équipes de recherche, d'innovation, pour travailler sur quoi, comment, qu'est-ce que c'est que ce projet? Et présentez-nous, si vous voulez bien, Nadia Filali, cette affaire. Bonjour, et il y a une partie de l'équipe projet dans la salle que je vois en face de moi, et je remercie de leur présence. Donc, effectivement, aujourd'hui, je ne viens pas représenter la Caisse des dépôts et les programmes blockchain, donc c'est une particularité, mais plutôt un consortium sur lequel on travaille depuis janvier, qui s'appelle Archipel, dont l'objectif est de travailler notamment autour de la confiance numérique et dans un premier temps sur comment apporter un service, une offre de service de certification documentaire pour la gestion de la lutte contre la fraude notamment, ou la gestion des KYC si on est dans un environnement
plus bancaire et financier. Ça, c'est la première étape. Notre objectif étant, dans une deuxième étape, de travailler sur ce qu'on a appelé les informations liées à l'entreprise, les îles, et les informations liées aux individus, les ILI, d'où archipel, avec archipel au pluriel, puisque l'idée, c'est bien de créer une infrastructure blockchain décentralisée avec différents nœuds et avec différents participants et différents partenaires. Tous ensemble. On a commencé à travailler dans un mode de réflexion, de savoir ce qu'on pouvait faire autour de ce service, avec la particularité qu'on a décidé, parce qu'on souhaitait l'annoncer à Vivatech, de paralléliser les travaux de mise en œuvre du consortium qui techniquement, d'un point de vue société, enfin entreprise, sera créé d'ici cet été, de mettre en place un pilote. Donc l'ensemble des équipes des 4 entités ont travaillé ensemble à la mise en place d'un pilote qui est disponible dans une version raccourcie en ligne. Vous pouvez aller sur www.archipel.io, sans oublier le S d'Archipel, et ça vous permet de tester cette fonction de certification documentaire. Mais alors, à quelle destination? Donnez-nous peut-être un exemple. Quel type de fraude, pour répondre, je dirais, en l'évitant, à quel type de solution, d'usage? On adresse plusieurs usages autour d'Archipel. Le premier qui vient naturellement, c'est qu'avec nos partenaires EDF et Engie, qui vont être émetteurs de factures d'électricité ou de gaz, enfin d'énergie plus généralement, ce qu'on va faire dans Archipel, c'est que typiquement, vous êtes un client d'une banque et vous allez devoir envoyer un certain nombre d'éléments pour vérifier notamment votre domicile. Donc vous allez envoyer ce document à votre banque, ou vous allez le positionner en ligne. Donc ce que vous allez faire, vous allez mettre le fichier PDF. En envoyant ce fichier, en fait, on va avoir un calcul d'empreintes numériques, et de l'autre côté, l'émetteur va lui déverser également les empreintes numériques dans Archipel, et par comparaison, on va vérifier que le document est le bon. Donc, un des premiers cas d'usage, c'est simplement d'avoir une certification sur le domicile. Ça, c'est un premier cas d'usage. Simplement, ça peut être adressé à d'autres documents. Typiquement, la vérification d'un CABIS, parce qu'il y a aussi des fraudes sur le CABIS, il y a des fraudes sur le RIB, mais on peut aussi imaginer de la certification de certaines données ou de certains éléments sur le domaine de la santé, sur du domaine des diplômes ou d'autres sujets, en fait. Là, l'idée, c'est que la qualification de la pièce sera automatique, c'est évidemment. On voit bien en quoi on change d'univers complètement, et notamment grâce à la blockchain. Pourquoi ces partenaires-là, je dirais, pourquoi cet écosystème-là d'abord? Alors pourquoi ces partenaires-là? Il y en a quelques-uns en face de moi, et notamment... N'ayez pas peur de leur présence. Ah non, mais je n'ai pas de peur de leur présence du tout, parce qu'on travaille ensemble depuis longtemps, sur d'autres sujets également. Pourquoi ces partenaires-là? Parce qu'en fait, c'est déjà l'histoire de personnes qui travaillent sur la blockchain, que ça soit au sein d'EDF. Je vois Gilles Deleuze dans la salle, et ça fait longtemps qu'on échange avec Gilles. C'est pas le philosophe, mais pas loin quand même. Il y a Alain Roset de La Poste, Olivier de Senaud de Caposte, Yves Le Quérec de la Banque Postale, et je crois qu'il y a Séraphin de C'était de la Banque Postale aussi au-dessus. Il y a des personnes de mon équipe aussi, Bastien Voiturier et Joséphine Hurstel. En fait, on travaille sur ces sujets-là tous depuis longtemps, soit de façon indépendante, soit pour la Poste ou la Banque Postale également au sein de l'AppChain, de façon assez naturelle. On a tous plus ou moins des sujets sur la gestion de la fraude, que ça soit en tant qu'émetteur, pour être certain que les documents qui sont transmis sont bien ceux qui vont être utilisés, et qu'on n'a pas un risque d'image ou de fraude sur ces éléments émis. Ou que ça soit en tant qu'utilisateur, comme la Caisse des dépôts, quand elle a à faire sa gestion de KYC, ou que ça soit pour la Banque Postale de la même façon, ou que ça soit pour DocaPost, qui offre aussi des services de confiance numérique. Donc quelque part, le fait qu'on travaille ensemble au départ a été assez naturel, je ne peux pas dire plus pour me contredire, et construire également une blockchain tout seul,
Et je rejoindrai les propos sur l'ouverture progressive à quelque chose de plus large, même si on a un sujet sur la confiance des blockchains publiques aujourd'hui. C'est-à-dire ça a un sens. Enfin, je veux dire, on ne va pas faire une blockchain pour soi seul, tout seul, ça ne sert à pas grand-chose. Faire une blockchain avec plusieurs acteurs sur une chaîne de valeur complète, ça a un sens. Alors, où est-ce que vous en êtes de la phase de développement du projet ? Alors, aujourd'hui, on est en train de finaliser la constitution de la société, ce qui est un élément en soi. On est également en train de travailler sur les prochaines étapes pour passer du pilote à l'offre de service, dont on espère une ouverture de la première brique de service d'ici la fin de l'année 2019. Et donc on travaille assez ardemment sur ces sujets-là. On analyse aussi les questions qui ont été évoquées tout à l'heure sur la gestion du GDPR, de RGPD, pardon, en français. Typiquement, à la fois du fait de la position de la CNIL ou de la position de la Commission européenne et de l'Observatoire européen de la blockchain sur le sujet, on sait aujourd'hui où on a quand même une position sur le fait que l'empreinte numérique en tant que telle n'est pas forcément une donnée personnelle. En revanche, on se doit de sécuriser l'accès aux éléments et notamment à la gestion des clés. Donc c'est aussi des points qu'on aborde. Donc aujourd'hui, c'est à la fois un projet de création d'entreprise, de définition de business model, d'acquisition de clients et de partenaires, enfin comme toute entreprise pour le coup. C'est aussi un projet technologique. Et c'est également un projet réglementaire. Et la Caisse des dépôts là-dedans, alors je dirais votre intérêt, vous, c'est votre tradition d'ingénierie, de coordinateur de projet, de financeur, comment vous vous positionnez ? Alors nous, la Caisse des dépôts, on travaille sur blockchain déjà depuis 2015, en fait. Donc ça fait un moment qu'on travaille sur le sujet. Et on travaille sur le sujet dans une optique, en fait, d'aider le développement de l'écosystème et d'infrastructures autour de ce sujet-là. On l'a fait et on a commencé à le faire en créant le consortium LabChain. Ensuite, on l'a fait en créant avec d'autres partenaires, dont le Crédit Agricole, Société Générale, Euroclear, Euronext, la F2I, AFS, je viens d'oublier, la Caisse des dépôts, une infrastructure dédiée au post-marché qui s'appelle LiquidShare. On continue à le faire avec Archipel et on espère continuer à le faire sur d'autres points. Donc pour nous, c'est important d'aider à la structuration, à la création d'infrastructures de place, d'infrastructures franco-européennes. Et Christine Nyon est partie, mais c'est un sujet extrêmement important. Et sur notre sujet, sur les informations liées aux individus, etc., il faut quand même savoir qu'au-delà de Facebook qui crée sa crypto-monnaie, Microsoft a lancé un projet autour de l'identité sur Bitcoin. Il y a quelques semaines, d'accord ? Donc l'ensemble des gros acteurs investissent sur ces sujets-là, mettent en œuvre un certain nombre de projets sur ces sujets-là. Souvent dans l'ombre, en fait, on se rend compte que les annonces se font beaucoup plus tard que ce qu'on peut avoir, nous, dans l'écosystème blockchain, et notamment français. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont personne dans les équipes, ça veut dire qu'ils les ont, mais qu'ils n'en parlent pas et qu'ils sortent quand c'est prêt. Donc je pense qu'il faut rester un peu vigilant sur ce point. Donc on est engagé dans cette démarche globalement de façon assez naturelle. Après, effectivement, dans Archipel, on est investisseur. On sera aussi un nœud de l'infrastructure, d'un point de vue technique, mais on est avant tout investisseur. Je voulais juste rajouter un point sur la partie européenne dont on parlait tout à l'heure. Il se trouve, et il y en a certains dans la salle d'ores et déjà qui en font partie, qu'au-delà du forum, l'Observatoire européen, et au-delà du partenariat entre États qui a été lancé par la Commission européenne, le 3 avril dernier a été lancé l'INATBA, l'International Association for Trusted Blockchain Application, poussé par la Commission européenne et le Parlement européen. Il y a 150 membres aujourd'hui, dont la Caisse des dépôts fait partie des fondateurs, et je suis moi-même au board de cette association. Malheureusement, sur les 150 membres, les membres français sont assez simples à compter. Il y a Engie, L'Oréal, La Poste, Ledger, Script Media, la Caisse des dépôts et une start-up qui vient de rentrer il n'y a pas longtemps. Il y a 30% d'Allemands. Combien ? 30% d'Allemands. Ouais. Pour le moment, 92% d'Européens. En sachant que dans les Européens, il y a plein de succursales de boîtes américaines, on va être clair. Il y a IBM, il y a Microsoft, il y a Accenture, il y a du monde. Il y a un Japonais, un Coréen, un Péruvien.
L'objectif étant d'avoir un équilibre international. Aujourd'hui, on a déjà un équilibre en termes de taille des sociétés qui ressemble à l'économie actuelle, et je pense que c'est fondamental. C'est fondamental parce que quand on crée Archipel, on crée une infrastructure de certification documentaire et de gestion d'un certain nombre d'éléments autour de la confiance numérique. On a chance de pouvoir le créer en France dans un cadre réglementaire qui fonctionne, de ne pas avoir de normes qui nous sont imposées pour le moment, mais je pense qu'il faut faire attention parce que dans ce cadre-là, il y a des travaux, notamment sur les mêmes sujets que les nôtres, et il faut faire attention à ce qu'on ne nous impose pas certaines normes. Un peu comme ça a été le cas sur le net. C'est-à-dire... Exactement, et qu'on puisse développer des projets tels qu'on les développe aujourd'hui autour d'Archipel, qui a une vocation, certes, au départ française, mais on l'espère européenne. Et c'est dans ces cadres-là aussi qu'on va pouvoir imposer quelque part ce qu'on a envie de faire et nos valeurs. Et donc, ce qui est important, c'est que l'INADVA a été créé en Europe, par la Commission européenne, pour qu'on conserve nos valeurs sur ces sujets. Donc, je pense que c'est très important. Alors, vous venez de commencer à décrire les projets, ce qui se met en place. Je voudrais passer la parole à Primavera de Filippi, donc CNRS, Harvard, je le disais, pour que vous qui avez une vision macro aujourd'hui comme chercheuse de tous ces projets et de là où on en est, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'utilisation réelle de la blockchain aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous constatez? Je pense que l'application réelle, enfin, pour l'instant, c'est les crypto-monnaies et les ICO. Il y a de plus en plus donc, d'expérimentation qui se fait par rapport à tout ce qui est certification, tout ce qui est enregistrement, notarisation, etc. Et donc, si on distingue en fait entre tout ce qui est application donc, de crypto-monnaie, tout ce qui est d'application donc, de cadastre, notarisation, etc. Donc ça commence à avoir vraiment des applications. Ça commence à devenir concret et surtout absolument, aller de plus en plus bas. Aussi bien non plus seulement dans les startups ou dans des organisations directement blockchain, mais vraiment des acteurs qui commencent à s'impliquer là-dessus. Et après, donc, bien sûr, il y a toutes les applications smart contract, ou encore donc au-delà du domaine de la finance. Il y a beaucoup d'expérimentation, il y en a de plus en plus, mais il n'y a pas vraiment encore d'application qu'on pourrait considérer une application industrielle ou vraiment avec des utilisateurs. Alors revenons peut-être sur la notion de confiance. On voit bien qu'on donne des garanties techniques, que la technologie, il y a cette dimension-là, ce débat-là avance, et il y a notamment la question du tiers de confiance ou pas. Et puis, il y a la notion que vous faites une séparation entre l'opérateur centralisé et la confiance envers la technologie, justement. Alors dites-nous sur la confiance, où on en est aujourd'hui. Oui, enfin, je pense que c'est plus une distinction. Enfin, c'est une distinction extrêmement importante à faire parce qu'il y a beaucoup d'abus de langage, si on veut. Je pense que surtout avec le français, la langue française n'a pas vraiment cette distinction lorsqu'on parle en anglais, lorsqu'on parle de confiance, on se réfère aussi bien à trust. Donc, c'est vraiment le fait de faire confiance à quelqu'un, donc de déléguer du pouvoir, de déléguer du pouvoir décisionnel à quelqu'un, et donc on va d'une certaine façon se soumettre au pouvoir de cette personne auquel on a délégué la confiance, et donc c'est dû justement à notre incapacité ou aussi bien parce qu'il y a trop de complexité, donc on décide par nécessité ou pas, donc de déléguer cette confiance. Et puis ensuite, il y a une autre terminologie, donc en anglais, que c'est confidence, qui est difficile de traduire en français, parce qu'en fait, les deux se traduisent sous la notion de confiance. Je pense que le mot peut-être le plus proche, ça serait la prédictabilité. Et en fait, donc, je pense que lorsqu'on parle justement de blockchain, on parle surtout de déplacer un petit peu le curseur en dehors de la confiance et plutôt vers la prédictabilité. La prédictabilité, c'est tout simplement le fait étant donné nos connaissances, étant donné nos expériences passées, on ne délègue pas cette confiance à quelqu'un d'autre, c'est juste qu'on observe, on comprend, et donc on peut avoir des attentes, on peut s'attendre à que quelque chose va fonctionner d'une certaine façon. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle justement donc du tiers de confiance, en fin de compte, qu'est-ce que c'est qu'un tiers de confiance? C'est pas vraiment un acteur auquel on fait confiance, au contraire, c'est un acteur auquel on doit faire confiance. Et
Et donc par nécessité, puisqu'on doit leur faire confiance, il y a toute une série de couches de réglementation qui se font justement pour surveiller cet acteur, parce qu'il ne faut pas que cet acteur puisse abuser de sa confiance. Et donc l'intérêt justement de la blockchain, c'est pas enfin, en anglais, souvent on appelle ça de trust machine. C'est pas du tout une technologie qui va construire ou qui va produire plus de confiance. C'est plutôt une technologie qui va produire plus de prédictabilité sur qu'est-ce qu'il se passe, sur qui a fait quoi, quand, qui peut faire quoi, dans quelles conditions, etc. Et c'est en augmentant cette prédictabilité qu'on peut donc réduire le besoin de faire confiance à ces opérateurs. Mais il ne s'agit évidemment pas donc d'éliminer nécessairement ces opérateurs, puisqu'en fin de compte, ils remplissent des fonctions qui sont extrêmement importantes et fondamentales. Le problème, c'est qu'on ne veut pas leur faire confiance ou qu'on ne voudrait pas avoir besoin justement d'aveuglement faire confiance à ces opérateurs. Et donc pour moi, une des killer apps, si on veut, de la blockchain, c'est justement la possibilité en intégrant. Donc, on parle pas de traduire des règles, des contraintes réglementaires dans un système informatique, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est plutôt essayer de comprendre dans quelle mesure est-ce que une solution, donc une solution technique, une garantie technique, pourrait être considérée d'une certaine façon équivalente à une contrainte réglementaire. Et donc, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui donc tous ces opérateurs de confiance, on va faire des audits, on va faire tous des systèmes donc de formalités, etc., pour comprendre qu'effectivement, ils remplissent leur responsabilité comme un opérateur de confiance. Si ces opérateurs adoptent une technologie qui permet donc plus de transparence, plus de traçabilité, une auditabilité en temps réel, etc., une garantie d'exécution technique. Donc on sait qu'à tout moment, lorsque un événement se passe, on sait que de toute façon, il y aura donc une conséquence qui n'est plus contrôlée par l'opérateur de confiance. Et donc, on se déplace, on garde l'opérateur parce qu'il a ses fonctions qui sont des fonctions importantes, mais on se déplace plus vers la prédictabilité. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour aller plus loin dans le processus? Vous dites c'est juste une affaire de volonté de l'utiliser. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour aller un peu plus loin dans ce processus, pour que la blockchain, on l'utilise davantage au fond? Oui, pour moi, en fait, il y a aussi un travail donc, de reconnaissance. Donc, justement, si aujourd'hui, si un opérateur il va adopter des technologies blockchain, mais qu'en fin de compte, l'adoption de ces technologies, qui d'une certaine façon va les contraindre dans ce qu'ils peuvent faire, ne comporte pas un bénéfice au niveau notamment par exemple d'un allègement réglementaire, puisque d'une certaine façon ils sont en train de répondre. Oui, il va y avoir un investissement, il faut qu'il y ait un retour en quelque sorte, en simplifiant les procédures. Exactement. Et donc je pense qu'une façon justement d'encourager cette typologie d'utilisation de la blockchain, donc pour encourager une conformité réglementaire par la technique, il faut qu'il y ait un geste de la part donc, du régulateur, enfin de reconnaître que ces technologies sont effectivement plus ou moins équivalentes donc, selon du design de cette technologie, et donc de pouvoir effectivement garantir des bénéfices, des allègements, etc. Parce que on considère que l'objectif réglementaire a été obtenu par la technologie. Alors aujourd'hui, c'est surtout la finance qui est en effet encore en usage et en compréhension de ce dispositif, de ce système. On voit avec Nadia Filali que dès lors que les acteurs vont investir et vont chercher cette valeur ajoutée d'alléger la réglementation, ou en tout cas les processus, ça va toucher tout le monde très vite. Pour vous, ça va se développer comment ? Non, mais justement, l'idée, ce n'est pas de modifier ou d'alléger la réglementation en général. Au contraire, la régulation, elle a ses objectifs. La régulation, elle existe justement parce qu'on n'a pas la possibilité de contrôler ce que font ces opérateurs de confiance. Mais si, et seulement si, ces opérateurs décident d'adopter des contraintes technologiques, des garanties technologiques, seulement ces acteurs-là peuvent bénéficier d'un régime allégé. Donc, ce qui veut dire qu'il faut aujourd'hui inciter le privé à innover, à y aller. En fait,
pour moi, c'est surtout que c'est difficile. Enfin, on comprend un petit peu, on commence à comprendre un petit peu la technologie, mais c'est difficile surtout d'un point de vue donc, des régulateurs, etc., de vraiment comprendre quelle est la solution la plus efficace ou qui va permettre le plus de garanties, alors que justement le privé qui vraiment est dans le cambouis peut essayer d'identifier ces solutions et d'encourager donc le privé d'aller vers des solutions qui sont des solutions qui vont encourager plus de conformité réglementaire, plus de transparence, et ensuite justement donc d'inviter presque le privé à faire cette recherche d'innovation. Donc c'est la RegTech si on veut. Comment est-ce qu'on peut répondre à des exigences réglementaires avec des solutions technologiques, ensuite revenir chez le régulateur, proposer, expliquer quelles sont les solutions qui ont été identifiées et voir si effectivement on peut reconnaître une forme d'équivalence entre la contrainte juridique réglementaire et la solution technique. Alors voilà pour la vision de la chercheuse. On va venir à Thomas Prudhomme, si vous voulez bien, la BPI, avec la vision à la fois du financeur et aussi vous, avec votre propre ingénierie. Vous êtes, je rappelle, vous intervenez sur les projets digitaux en complément de l'informatique classique. Évidemment, il y a data et blockchain pour BPI. Votre vision à vous du développement de l'état des lieux aujourd'hui, ça se développe, mais encore calmement. Oui, assez calmement, effectivement. On va retrouver des choses qui ont été dites précédemment, mais nous, de notre côté, ce qui est le moment clé de la blockchain aujourd'hui, c'est de savoir à quel moment la blockchain va s'effacer derrière l'usage. C'est ce que disait M. Botrel tout à l'heure, dans deux chemins qui sont complémentaires. Le premier chemin, c'est qu'on voit aujourd'hui de plus en plus d'éditeurs qui viennent nous voir en proposant des solutions, des usages, et qui intègrent la blockchain dans leur architecture. Et là, la blockchain, finalement, est en train de s'effacer, au même titre qu'une base de données, un serveur d'application. Derrière des choix technologiques, elle va apporter une garantie de traçabilité, une garantie d'audit, des facilités de partage avec d'autres utilisateurs de la solution, dans une logique de gouvernance qui sera partagée. Donc on va être finalement consommateur de technologie, et parce que la blockchain est de plus en plus proposée par les grands éditeurs qu'on a l'habitude de croiser par ailleurs, elle va gagner en confiance, puisqu'elle sera, au même titre qu'une base de données Oracle ou un serveur d'application Linux ou autre chose, on va considérer la blockchain dans une architecture de projet. Une solution parmi d'autres, au fond. Une solution parmi d'autres, un composant parmi d'autres, dans un projet qui sera un projet d'usage. On vend d'abord un usage, on vend de l'investissement dans du secondaire, on vend une solution de process dans laquelle on a besoin d'avoir une garantie forte de traçabilité de qui a fait quoi, où se font les échanges, et dans ce cas-là, la blockchain est un élément qui va apporter cette confiance dont on parlait, qui est la prédictabilité et l'archivage. Mais c'est sa chance finalement, parce que ça la normalise, ça la range au rang d'une des solutions possibles, et au fond ça devient quelque chose qu'on utilise, quoi. Alors voilà, exactement. Alors, est-ce que c'est sa chance ou sa malchance? Ça, on verra, puisque je ne sais pas si on fera des forums sur la blockchain, si dans 5 ans c'est un élément un composant technique comme un autre. Mais personnellement, je ne le crois pas. Je pense que cet aspect confiance par les éditeurs est complété par une confiance qui reste à trouver au niveau du grand public, ou en tout cas, on va dire B2B élargi. Et ça c'est le deuxième chemin de la blockchain aujourd'hui, sur lequel c'est beaucoup plus difficile de s'avancer sur ce que sera la killer app, ou en tout cas l'usage qui fera que la blockchain émergera concrètement aux yeux des utilisateurs finaux. Voilà, on est le 18 juin, Facebook aujourd'hui lance Libra. Est-ce que c'est ça? J'en suis pas certain. En tout cas, chez BPI, on aime bien parler de l'instant Netscape. Internet a été une technologie qui a été très sombre et obscure pour des tas d'utilisateurs pendant beaucoup d'années. C'était du TCP/IP, c'était des tuyaux qui passaient sous terre, sous les océans. Ça avait l'air révolutionnaire, mais concrètement, personne n'en savait rien. Et puis tout d'un coup, un navigateur, un Netscape, arrive et on commence à surfer sur le web. Ça devient concret, on trouve des images, on discute avec des gens et des applications se créent. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, la blockchain n'a pas encore franchi ce cap. Elle est, de la même façon que le web l'était, une technologie assez obscure. En plus, il y a vraiment une mythologie autour de la blockchain qui est assez forte. Mais personne n'a réussi à vraiment
faire émerger un usage qui ferait de la blockchain l'Internet d'hier. Voilà. Oui. Non, mais donc, ce virage dont je parlais, en fait, on n'est pas vraiment dedans, on est juste avant. C'est-à-dire qu'on est avant ce que vous appelez l'instant Netscape, quoi. En fait, Il faut trouver le truc soit on l'a passé, dans ce cas-là, il existe des personnes dans le monde qui ont déjà fait le jackpot et qui vont, on va savoir qui sont ces gens. Et effectivement, comme le disait Nadia, on voit que beaucoup de gens travaillent sur la blockchain de façon confidentielle et qu'ils ont peut-être déjà trouvé ce que sera chacun cherche le navigateur, pour reprendre chacun cherche à être le GAFA de demain. Je pense que soit les GAFA ils se mettent en ordre de marche pour garder leur place, soit elles seront bousculées par des gens qui arriveront à sortir le mieux de la blockchain et prendre leur place. On joue là-dessus. Je pense que l'enjeu de l'identité sera un enjeu qui sera primordial dans le cas d'usage de demain. Les plateformes digitales se sont créées dans les années 2000-2010 sur la possession de vos données, de votre identité. Elles savent que vous avez un appartement à louer et qu'il a 500 bons commentaires. Elles savent que vous êtes dans telle profession et que vous avez X employeurs qui peuvent dire du bien de vous. Elles savent que vous avez un chien, des enfants, que vous êtes parti en vacances à Barcelone l'été dernier. Tout ça, c'est elles qui le possèdent. Elles le possèdent sur des serveurs qui sont principalement dans l'Ouest américain. Enfin, si on raccourcit un peu, mais dans l'esprit. Est-ce que la blockchain est capable de proposer une alternative à ça? Est-ce que des nouveaux acteurs, en s'emparant du côté public de la donnée, même si ce côté public, il est contestable, hein. On parlait de la Chine tout à l'heure, on parlait des technologies qui sont encore très, très balbutiantes en termes de gouvernance, mais est-ce que des acteurs qui proposeraient un modèle différent seraient capables de renverser la table sur ces domaines qui sont des domaines... Ce qui modifierait complètement l'économie du numérique. En tout cas, qui remplacerait à minima des acteurs et un mode de fonctionnement actuel qui est de stocker votre donnée et de s'asseoir dessus pour développer de l'innovation et de la technologie. Voilà. C'est-à-dire que l'enjeu, si je comprends bien, c'est que la blockchain permette à chacun de redevenir en quelque sorte propriétaire de ses données, utilisateur de ses données. En tout cas, de détendre ce lien hyper fort qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes sur une plateforme de freelancing et que vous avez 20 clients qui peuvent dire du bien de vous et que vous changez de plateforme, vous êtes obligé de reprouver que ces 20 clients ont vraiment travaillé avec vous et sont vraiment contents de votre travail. La blockchain, de par son côté ouvert, pourrait vous permettre de changer de plateforme parce que vous n'êtes pas content du service de la plateforme précédente. Vous ne seriez plus dans une position qui est une position de dépendance de la donnée et en plus qui est quand même votre donnée puisque c'est votre travail, votre satisfaction, votre évaluation. Bon, mais alors qu'est-ce qui bloque? C'est-à-dire, c'est qu'une affaire de technologie? C'est parce qu'on n'a pas trouvé le petit appareil qui permettrait de porter ou la clé qui permettrait de porter ces données comme ça et d'en avoir une portabilité automatique? Alors finalement, la clé, c'est un des modèles qui marche le mieux, parce qu'on parlait de Ledger, c'est un exemple de plutôt physique, voilà, de quelque chose qui marche très bien. Nous, BPI France, on a un problème de timing qui est plutôt un problème de timing en termes de savoir investir dans ces technologies. Pour être clair, on sait investir dans l'économie classique, entre guillemets, mais là on est souvent confronté à des acteurs qui proposent des choses différentes, y compris en termes de mécanique d'investissement, et donc c'est pas évident de les soutenir. On y réfléchit beaucoup, on essaye de se mettre vraiment en ordre de marche pour ça, mais c'est vrai que quand un entrepreneur vient vous voir en vous disant que la valeur de son business est dans un jeton, on sort un peu de ce qu'étaient nos façons de valoriser des investissements, et donc de nous rentrer dans le jeu. Donc on est aujourd'hui capable de prêter de l'argent à des entreprises. On finance des entreprises de blockchain depuis plusieurs années sur des mécaniques qui sont des mécaniques classiques. Hein. On vous prête de l'argent, vous nous le rendez, ça on sait faire. En revanche, c'est vrai qu'investir, c'est encore quelque chose sur lequel on a du mal, pour être transparent. On regarde beaucoup, on essaye. C'est pas de la mauvaise volonté de notre part, mais c'est vrai qu'il y a toute une façon de faire, une façon de voir, une façon d'évaluer la valeur qui aujourd'hui n'est pas claire pour nous et sur laquelle on a du mal à s'engager. Bon, mais vous avez quand même une enveloppe, une équipe, une action. Qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est intéressant de voir quand même comment vous cherchez pour essayer de... On discute avec des partenaires. On a beaucoup discuté avec Nadia sur la partie LabChain. On essaie de voir aujourd'hui comment se positionnent les acteurs business, puisque nous on va être en accompagnement par rapport à ça. On a des programmes de prospective en
interne où on essaye de réfléchir aussi à ces sujets. On a beaucoup parlé des ICO qui étaient clairement en confrontation directe avec notre activité à nous, puisqu'on a eu une entreprise dans laquelle on avait investi de façon classique qui tout d'un coup s'est décidé à faire une ICO, et là, c'est quand même, en tant qu'actionnaire classique, entre guillemets, vous êtes un peu bousculé. On voit que les ICO aujourd'hui sont un peu dans le creux de la vague, on va dire. Donc c'est moins chaud pour nous, même si ça reste des sujets intéressants. On essaie techniquement de voir comment est-ce qu'on pourrait posséder des crypto-monnaies. Pour des institutions comme les nôtres, c'est pas évident d'être en possession de crypto-monnaies, donc c'est très bête, mais c'est un vrai sujet en termes réglementaires, en termes de... Voilà. Voilà, on n'a pas de risque, mais en tout cas, ça fait phosphorer nos directions comptables, réglementaires, etc. Parce que posséder de la crypto, c'est difficile. Et puis, on travaille sur ce qu'on appelle nos practices, c'est-à-dire comment est-ce qu'on investit dans la blockchain. On a des façons de faire quand on investit dans des PME, dans l'industrie, dans de la biotech. Tout ça, c'est des choses qu'on a appris à faire, c'est des métiers qu'on a appris à outiller et à procédurer. Et là, on est en train de le faire avec des gens qui sont en train de se poser comme étant nos interlocuteurs blockchain en interne et être capables de nous accompagner sur les choix, l'évaluation de la valeur et l'ingénierie financière derrière. Alors, il y a peut-être des suggestions qui viendront de la salle, peut-être, ou de Maître Sutour, à qui je vais passer la parole, et qui va peut-être, alors qu'il est présent dans cette question, par exemple, des crypto-monnaies depuis longtemps, un des experts du secteur, peut-être qu'il aura aussi des idées à vous suggérer. En tout cas, Maître, vous êtes en charge de cette partie réglementation bancaire et financière au cabinet CMS Francis Lefebvre, présent comme avocat sur la blockchain parmi les premiers. Vous aussi, votre vision de l'état de l'art aujourd'hui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? J'ai envie de reprendre ce qui a été dit par Madame de Philippi et Monsieur Prudhomme. Aujourd'hui, actuellement, on a le loi PAC qui est sorti en droit français, qui permet de couvrir deux choses de manière particulière. Un, si on fait la triptyque des tokens, qui sont les utility tokens, les security tokens et les payment tokens, on a un texte qui nous dit qu'est-ce que c'est qu'un cryptoactif. Et quand on est face à un utility token qui n'est pas vendu sous forme de biens divers, quelle est la situation juridique pour son traitement? Ça, c'est vraiment regarder le point par rapport au petit bout de la lorgnette. Mais de manière plus importante, je pense que la très grande force du droit français, c'est d'avoir compris une des deux aspects qui a été mentionné par Madame de Philippi, c'est ma compréhension de sa pensée concernant la blockchain. Quand on regarde la blockchain du point de vue juridique, la manière dont on peut l'aborder, c'est se dire aujourd'hui quel est l'effet, quel est l'impact de cette blockchain. Quels sont les droits et obligations attachés à cet outil en tant que tel. Par rapport à cet outil, soit cet outil va permettre la création de nouveaux types de relations, et que par conséquent, c'est l'exemple que vous donniez, quand aujourd'hui une blockchain va permettre d'attester d'un élément et de ne plus rendre nécessaire l'intervention d'un tiers, et donc d'un régulateur, alors on n'a plus besoin de cette intervention de régulateur, soit ça va être juste un outil qui va remplacer ou rendre plus facile quelque chose. Si je reprends le dernier point, rendre plus facile quelque chose. Aujourd'hui, le droit français reconnaît la possibilité d'inscrire des titres financiers dans une blockchain. Mais pour dire les choses plus juridiquement et de manière plus claire, la preuve que vous êtes actionnaire d'une société, jusqu'à présent c'était sur un morceau de papier, dans un registre, aujourd'hui sur un cahier. Aujourd'hui, ce cahier, c'est une blockchain. Donc là-dessus, là où la réglementation a un impact, c'est de dire, quand on dit le droit, ce qui était la preuve d'une situation juridique, la propriété d'une action, devait passer par une inscription dans un papier. Aujourd'hui, cette preuve peut être établie par l'inscription dans une blockchain. Bon, mais vous venez de dire le mot, inscription. Il faut qu'on connaisse la technologie, il faut qu'on comprenne la technologie, il faut qu'on fasse la démarche d'aller dans cette technologie. Et c'est là qu'on est aujourd'hui. Alors là, je vais revenir sur ce point-là, mais je dirais l'autre point qui était important, c'est de dire aujourd'hui, l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple qui est, entre guillemets, facile, parce que c'est juste dire, changer de situation. Ce qui va être intéressant, c'est comment la blockchain, je reviens sur le point de l'inscription, va pouvoir permettre de créer des nouveaux types de relations ou des nouveaux types de preuves qui ne sont peut-être pas, encore une fois, envisagés dans notre réalité actuelle. Je donne un exemple précis. En droit français aujourd'hui, quand je veux céder une créance,
je suis soumis à une disposition du Code civil qui prévoit que cela va être soit fait à travers une signification par huissier, soit avec un acte authentique. Pourquoi ? Pour que les tiers à la relation soient réputés être informés de cette cession de créance. Bon. Cette situation juridique, je peux très bien aujourd'hui imaginer que quand je vais céder une créance à travers une blockchain, quand aujourd'hui le blockchain va être utilisé en vue de réaliser cette cession, alors le droit français lui reconnaîtra les mêmes effets qu'une signification par huissier. Donc, là, je m'arrête sur ce premier point. Je vais juste un peu plus loin. Si aujourd'hui vous dites oui, c'est possible, la conséquence, c'est que vous donnez à la créance un caractère qui est autre en droit français, qui est celui d'instrument financier, de titre financier. Puisque la particularité avec la blockchain, c'est que c'est négociable très facilement. Donc je transforme une créance simple en titre financier. Qu'est-ce que je veux donner par rapport à cet exemple ? C'est que aujourd'hui, la blockchain, si on la considère comme un outil, s'inscrit dans un champ juridique existant et que les évolutions qui peuvent avoir lieu sont des évolutions qui vont lui reconnaître des effets qui aujourd'hui étaient réservés à d'autres schémas, mais pour autant, cette reconnaissance peut avoir des implications autres, et c'est ça là qu'on n'a pas toutes mesuré. Le deuxième point, qui correspond à ce qui a été dit encore une fois par vous, Monsieur Prudhomme, par rapport à un aspect qui est purement business. Quand aujourd'hui on voit des projets, et je pense à des choses sur les security tokens, se pose la question de la dynamique entre des choses qui sont connues, des titres de société, et des tokens, qui sont des purs utility tokens. Et là-dessus, cette dynamique-là n'est pas connue. Donc si je reprends l'exposé que je viens de vous faire, si vous donnez deux idées par rapport à cette question d'inscription, la première idée, c'est que du point de vue réglementaire, l'inscription, soit elle s'inscrit dans un champ existant, normé, et l'adaptation du droit, si elle est nécessaire, parce qu'elle n'est pas toujours nécessaire, c'est reconnaître à la blockchain la caractéristique qui est attendue dans ce champ juridique, l'exemple des titres de créance. La deuxième idée, c'est que comme c'est un outil, cet outil peut être créateur de nouveaux types de relations. C'est l'élément de Madame de Philippi. Notamment, je vous invite, vous avez écrit un super article de vulgarisation dans Le Point. J'ai trouvé très bien. Là-dessus, il y a des idées qui sont assez intéressantes par rapport à ça. Et là-dessus, comment la blockchain va pouvoir s'inscrire, c'est une question que le droit n'envisage pas pour l'instant, puisque par définition, ces applications ne sont pas sorties. Et troisième point, sur la création de valeur. Si la propriété dans cette bouteille, elle est évidencée, elle est démontrée dans une blockchain. D'accord ? Et aujourd'hui, je la laisse sur la table, et je vais, à travers un protocole blockchain, transférer la propriété. Quelle sera la valeur de ce token, cette transaction, sera cette bouteille d'eau. Et maintenant, quand c'est sur une ICO, ça dépend de la valeur de l'ICO. Et quand cette valeur-là, je la mets par rapport à une société qui existe déjà, se pose la question du conflit entre la valeur de la société, dans son ensemble, qui inclut à la fois la potentialité par rapport aux tokens et par rapport à ses actions. Bon, mais alors l'étape suivante, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous posez cette question, comment on y répond ? Comment on y répond ? Je pense que là-dessus, ce n'est pas les juristes gris et tristes qui vont faire les choses. Je pense que c'est les vrais gens qui travaillent, qui vont avoir des idées bizarroïdes. Et nous, en tout cas, ce que nous, on essaie de faire dans ce qu'on fait, même on n'essaie pas, on le fait, c'est traduire l'impact et la conséquence des choix opérationnels du point de vue du monde juridique dans lequel nous existons. Et soit aujourd'hui, on va entrer en conflit direct. Et là, c'est faire un travail d'aller en discuter avec les régulateurs. Soit ça va être une tentative d'évitement. Je reprends encore une fois mon exemple de la cession de créances. Aujourd'hui, je peux très bien envisager que je cède des créances à travers une blockchain. Simplement, ce que je vais dire, c'est ça n'aura pas une force probatoire de l'article 1690 du Code civil. Et je vais aussi, par rapport à d'autres choses, rajouter des mécanismes pour interdire le fait que ce soit qualifié de titre financier. Si demain quelqu'un me dit non, je veux que ça évolue, dans ce cas-là, il faudra que j'aille voir un parlementaire en disant écoutez, il faudrait faire évoluer 1690, parce que si on ne fait pas évoluer 1690, je ne pourrais pas utiliser la blockchain pour la cession de créances. Et dans ce cas-là, s'il me dit dans ce cas, comment vous faites pour les titres financiers ? Comment on distingue un titre financier normal d'une créance qui est cessible à travers un mécanisme de blockchain ? Là, soit je me tournerai vers Madame de Philippi qui donnera un argument philosophique sur la question, soit j'essaierai de mettre
au niveau de la blockchain, au niveau du smart contract, des modalités qui me permettront de dire « Ah, mais c'est pas totalement négociable, et donc c'est pas un titre financier ». Alors, Jean-Michel Miss, si vous voulez bien, on voit bien avec tout ce qui a été exposé là qu'on est dans une phase où il y a des choix technologiques à faire, un niveau de confiance précisément qui est prêt de basculer, mais qui n'est pas établi encore sur ces choix technologiques, qu'on est donc là dans une période à la fois d'attente et en même temps de progrès considérable, dont l'aspect réglementaire, on vient de le voir avec les explications de Maître Chutour, sont déterminantes, parce qu'elles aident à constituer petit à petit la confiance. Et pourtant là, ce virage, on sent que ça tâtonne, avec une possibilité même d'embarquer un grand nombre, y compris jusqu'au grand public pour les certifications. Mais pour autant, on peut aussi très bien rester dans une phase où on aurait une forme de fracture entre tous ceux qui s'embarquent, qui savent, qui comprennent, qui ont les moyens d'investir dans la technologie, et puis les autres. Comment est-ce que vous, le parlementaire qui avez participé à tous ces travaux, vous voyez, vous aussi, la situation ? Merci pour votre question et pour votre invitation. Beaucoup de choses ont été dites. Donc, déjà... En ce qui me concerne, je partage un grand nombre un grand nombre des questionnements qui ont été posés dans cette table ronde. Et effectivement, j'avais posé un amendement à l'article 790. Donc, pour vous répondre, j'ai bien compris que la question n'était pas encore mature et qu'il fallait creuser encore un peu. Et je ne désespère pas de pouvoir trouver le véhicule juridique qui permettra d'introduire un amendement qui soit peut-être plus pertinent que lors de la loi PAC, qui n'était pas effectivement initialement prévu pour ça. On a souhaité, dans cette confiance, vous l'avez rappelé un peu toutes et tous, dire une chose par rapport à ce qu'on peut faire classiquement lorsqu'on légifère. Notre travail, me semble-t-il, ce n'est pas de créer la confiance, c'est de créer les conditions de la confiance. Donc les conditions de la confiance quand on est législateur, c'est déjà de mettre en œuvre de bonne manière ce qui a été pensé, puis adopté par la loi. Donc dans la loi Pacte, effectivement, je crois que ça, c'est une première approche qui a permis de démontrer que justement ce qu'on souhaitait faire correspondait à une attente des acteurs, qu'aujourd'hui les visas que va proposer l'AMF correspondent à la fois à cette volonté de trouver un cadre juridique sans contraindre de manière excessive pour laisser les acteurs avoir la liberté du choix, demander ou ne pas demander ce visa, puisqu'il est optionnel. Et donc je pense que c'était une première approche qui aujourd'hui entre en vigueur dans les délais dont on en avait pensé à l'origine les modalités. C'est quelque chose qui contribue à cette confiance, qui va dans le bon sens, qui permet de rassurer les acteurs. Et d'ici les semaines qui viennent, je pense qu'on on le verra de manière plus concrète, un certain nombre de plateformes qui aujourd'hui sont à l'étranger réfléchissent, qui ne sont pas complètement des acteurs mineurs du marché, réfléchissent justement à leur installation en France, et donc on aura contribué de cette manière-là à les faire venir. Sur la fiscalité, on a aussi, on n'a pas inventé, on n'a pas révolutionné les choses, on n'a pas fait un benchmark totalement parfait, on n'a pas souhaité être les meilleurs dans tous les domaines, mais on a fait en sorte, pour le moins, que dans la loi de finances, on n'ait pas d'obstacles insurmontables qui feraient que les investisseurs se disent vraiment c'est dérisoire et on n'y va pas. Ouais. Donc on a essayé de lisser au moins c'est une ambition qui est mesurée, mais qui va, me semble-t-il, dans le sens de cette confiance. Devant nous, on a plusieurs sujets. On a, et le ministre l'a rappelé, là, Cédrico, à plusieurs reprises, c'était même d'ailleurs dans les premières déclarations qu'il a pu faire, la nécessité de passer à l'échelle. Parce que clairement, le problème de la blockchain, et ça a été dit, au-delà de cas d'usage qu'on a envisagé, qui commencent à se faire jour, on a besoin de passer à l'échelle. Parce qu'on voit bien avec les annonces qui ont été faites par Facebook ou par d'autres, hein, Amazon se situe sur un champ différent. Pas forcément de fourniture de services comme Facebook, mais par contre, la mise en place de capacités à fournir des briques qui permettront de nourrir l'émergence de blockchain, donc de services fournis par la blockchain. Donc on voit bien que ces acteurs majeurs arrivent sur le marché aujourd'hui. Et la différence, justement, c'est l'écueil qu'il faut qu'on évite, et c'est pour ça que ce passage à l'échelle est extrêmement important, c'est qu'il ne faut pas que nos entrepreneurs français ou européens soient sur le marché, mais n'aient pas la capacité de faire le marché. Je crois que c'est vraiment la distinction majeure entre être sur le marché et faire le marché. On voit bien qu'aujourd'hui, certains acteurs
par les 2 milliards de personnes qu'ils ont dans leur base de données, les données qui vont avec, sont dans une capacité, lorsqu'ils décident d'intervenir sur un sujet technologique, d'en devenir immédiatement, quasiment par leur seule volonté, un des acteurs dominants. Donc ça, c'est un des vrais sujets. Et je pense que là, ça a été déjà dit, effectivement, Bruno Le Maire, par Cédrico, dans la feuille de route, mais c'est quelque chose qui doit se mettre en place maintenant, parce qu'on arrive avec la mise en place de la nouvelle Commission européenne qui va arriver, la nécessité qu'a rappelé Cédrico, justement, de porter le débat sur la blockchain à ce niveau-là, parce que, comme l'a rappelé Nadia, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une dissymétrie entre ce qu'on prétend faire en France et ce qu'on affirme de vouloir faire, et puis la réalité telle qu'elle est vécue, avec effectivement une représentation, par exemple, de nos amis allemands qui n'ont jamais fait de grands effets d'annonce sur le sujet, mais qui clairement et concrètement sont devenus incontournables, en tout cas au niveau de la mécanique européenne, qui est quand même un des enjeux qu'on pour fixer la norme, qu'on doit interpréter pour fixer la norme. Et donc je pense que les enjeux sont là, permettre le passage à l'échelle de nos acteurs, et ensuite faire en sorte qu'au niveau européen, à la fois sur la Commission européenne, sur la blockchain, et également sur la 5e directive sur le blanchiment, également, on apporte cette confiance qui permettra de poursuivre et de changer de paradigme. Aujourd'hui, on est sur la confiance portée par les acteurs de la blockchain, que ce soit les entreprises, les développeurs, les acteurs institutionnels, et se tourner vers non pas les acteurs, mais les usagers de la blockchain, qui aujourd'hui, effectivement, ont encore un peu de mal. C'était rappelé par BPI et également par d'autres, sur cette question-là. On ne voit pas bien l'objet, on ne voit pas bien le modèle économique, on ne voit pas encore les usages, et on est un peu, effectivement, à ce carrefour qui est encore un peu devant nous. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous, est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit des uns et des autres? Nadia Filali, je vous en prie, prenez le micro. Moi, j'ai un point par rapport à ce qu'a dit Thomas. Oui. Et notamment le contexte dans lequel il a parlé, de dire qu'effectivement la blockchain doit s'effacer, ce qu'avait indiqué Eric Botorel, derrière l'usage. Donc ça, je suis entièrement d'accord, parce que quand on fait une offre de service, ce qui compte, c'est l'usage et l'offre de service, et non pas la technologie, parce que l'utilisateur final ou le client même corporate n'achète pas une technologie. On va être clair. En revanche, je pense qu'il faut faire, à mon sens, attention à ne pas perdre l'opportunité d'utiliser la technologie ou d'avoir un usage qui utilise la technologie pour ce qu'elle est et ce qu'elle promet, et de ne pas la détourer et d'en faire quelque chose qui est systématiquement une blockchain privée ou une blockchain de consortium hyper fermée. Concrètement, ce que je veux dire par là, c'est que certes, on a un sujet de confiance qui était l'objet de la table de ronde, notamment sur les blockchains publiques, parce qu'il y a des questions, ce qui a été expliqué au début, sur d'où ça vient, comment ça fonctionne, qui le maintient, est-ce que c'est interopérable avec le reste du monde, etc. Ça, c'est un point important, et sur la gouvernance et la sécurité, c'est des sujets qu'il faut regarder. Cependant, je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre des offres de services et des structures qui soient le plus ouvertes possible et qui aillent vers cet objet de décentralisation qui, lui, va apporter la confiance. Et typiquement, il y a un point dont je n'ai pas parlé sur Archipel. Mais concrètement, Archipel, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand je disais qu'on avait chacun un nœud et qu'il y allait avoir des partenaires, des émetteurs, etc., ce qu'on veut aussi dans Archipel, c'est ouvrir Archipel au mode studio, et que des gens qui ont une idée d'offre de service puissent aussi se connecter à cette infrastructure, parce que la blockchain, c'est-à-dire rentre dans l'écosystème, utilise son langage, utilise par exemple, son propre service sous forme d'API, et au lieu d'attendre que ce soit Apple, Google ou d'autres qui le fassent, qu'on soit en capacité d'offrir cette possibilité et qu'on le fasse. Je pense que c'est un point important. Éric Botorel disait au départ que c'est bien qu'il y ait de la réglementation, qu'il y ait des acteurs institutionnels, etc., mais que quelque part, après, c'est à l'écosystème de prendre la main et de se positionner, d'avoir le marché. Je pense que là-dessus, c'est un point fondamental. Donc, c'est un point aussi fondamental quand on crée quelque chose, de le penser dans la logique dans laquelle est la blockchain, parce que sinon, en fait, ça devient une base de données, ou de la gestion de clés ou je ne sais quoi, mais c'est plus vraiment de la blockchain. Donc, je pense que c'est un point important. Pour être sûr d'avoir bien compris, vous nous dites notre lab est ouvert.
il faut unir ses forces et pour créer des écosystèmes les plus larges Alors, possibles. c'est pas un lab, je parle même pas de lab chain, là je parle d'archipel, c'est pas un lab. Appelez-le comme vous voulez. Oui. Après c'est qu'on pas ait un lab mais... en mode studio, oui, mais c'est pas un lab. Oui. Bon, mais donc l'idée, c'est bien que vous dites venez travailler avec nous pour que notre écosystème aura d'autant plus de poids qu'il se développera et qu'il y aura de plus en plus d'acteurs dedans et que ça deviendra un langage, sinon universel, du moins un outil commun, quoi. Exactement. Et l'autre point important dont on a parlé sur la partie données, la blockchain est peut-être un outil formidable pour faire le pont entre l'économie numérique et le monde réel et faire un lien éventuellement avec ce qui est fait dans le traitement de nos données, notamment par l'usage de l'IA quand on parle des GAFA, et y compris par l'usage de l'IoT. Et donc ça, c'est un point sur lequel il faut se pencher et qui peut redonner le pouvoir à sa gestion de données, y compris vis-à-vis d'un GAFA. Et nous, un de nos principes de base au sein d'Archipel, c'est que c'est bien l'utilisateur qui décide si l'émetteur a le droit ou pas de transmettre ses documents, etc. Donc ça, c'est un point important qui est aussi quelque chose qui peut permettre d'aller de l'avant et de changer le modèle. Alors, Thomas Prudhomme, est-ce que vous voulez rajouter un mot là-dessus, rapidement? Je vais passer la parole à la salle. Juste, je suis complètement d'accord sur le fait que en fait, la blockchain ne donnera qu'à partir du moment où elle sera publique, ou en tout cas la plus étendue possible. Je prendrai juste la comparaison de l'intranet, qui a été une façon pour les entreprises françaises de se familiariser avec Internet. Aujourd'hui, qui créerait un intranet complètement étanche au monde qui l'entoure? Personne. Ça a juste permis à des gens de s'approprier une technologie dans un environnement de confiance avec des partenaires. Donc j'imagine que c'est ce qui pourrait arriver, c'est commencer à faire de la blockchain avec des gens qu'on connaît, en se disant bon, on risque pas trop ou moins que si on ouvre directement. Et une fois qu'on a des partenaires qui font aussi leur blockchain dans leur coin, etc., une façon de faire qui s'étend, une interopérabilité, on l'a dit tout à l'heure, ça ce sera vraiment un élément clé, mais je pense que de manière naturelle, on ouvrira les portes, on branchera les tuyaux et on donnera le plein potentiel de cette technologie. Merci. Alors, Maître Chutour, je me tourne vers vous maintenant. Qu'est-ce que cette première table ronde là sur ce point, ce débat sur la confiance vous a inspiré? Bonjour, Fabrice Croiseau, une filiale de la Poste luxembourgeoise. Pour illustrer ce qui manque, qui va complètement dans le sens de ce que messieurs Chutour et ce que Primavera de Filippi disaient. Aujourd'hui, c'est vrai que la loi du 24 décembre 2018 dit qu'on peut utiliser une blockchain pour représenter c'est un dispositif d'enregistrement électronique partagé, plus précisément, pour représenter la propriété et le transfert des titres. Par contre, ce qui manque, ce qu'on ne sait pas, c'est quelles sont les conditions à remplir pour quelqu'un qui va développer, qui va déployer un token ERC20 sur la blockchain publique Ethereum. À partir de quel moment il pourra produire devant un tribunal un numéro de bloc ainsi qu'un numéro de transaction pour prouver qu'il est vraiment détenteur de ce titre-là. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour ça? C'est vraiment le gap. Et à partir du moment où on aura ça, on pourrait être dans le cas illustré par Primavera de Filippi, où les opérateurs pourront s'affranchir de tout un tas de preuves qu'ils doivent donner aux régulateurs pour dire oui, j'ai le droit d'opérer en tant qu'émetteur de titres. Et c'est by design la blockchain qui donnera ça. Bonjour, merci beaucoup. Merci à Monsieur Chutour aussi, à Maître Chutour, pardon, qui a été le premier, mais c'est évidemment pas le seul intellectuellement à comprendre ça, à mentionner l'aspect bottom-up en fait, de qu'est-ce qui va se passer. Ça va venir de nous qui sommes dans les tranchées et qui avons des idées hyper bizarres. Et vous êtes qui, par exemple? Laure Merlin, mais... Non, mais de quel univers, qu'on comprenne simplement, c'est pas... Beaucoup de choses. Là, pour l'instant, j'ai vu un grand besoin de pédagogie sur la blockchain parce qu'encore, on a entendu dire que c'était obscur. Et en fait, ça l'est pas du tout. Et j'ai trouvé une manière de modéliser avec des jouets, des briques de construction pour expliquer parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Et c'est très important. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans la société qui va se transformer. Comme à la naissance d'Internet, on a vu que c'était un moyen d'envoyer du courrier hyper vite et d'écrire des faux articles de journaux en faisant plein de fautes d'orthographe. On n'a pas du tout compris en fait que ça allait révolutionner entièrement la communication au sens vraiment le lien social et l'éducation au sens l'accès à la connaissance de manière très très profonde et très précise et très vaste.
Et puis la manière de créer une entreprise aussi, tout simplement. Vraiment l'accès à l'autonomie économique. Donc votre question, ma question, parce qu'il y a 3 autres questions, donc il faut qu'on y aille. Je suis désolée. Du coup, vous m'avez lancé sur ce que je fais et je ne voulais pas parler de ce que je faisais. Donc ma question, c'est est-ce que vous envisagez la révolution technologique blockchain dans le contexte de à quel moment ça arrive dans les évolutions sociales? On est passé. L'instant c'est pas une question. Voilà, l'instant escape. C'est pas une question très claire. Je me reprends. Pour moi, il y a quelque chose autour du droit, de la gouvernance, des frontières, du pouvoir et de la création monétaire et de l'argent qui est en train d'être. Voilà, de Facebook. Symboliquement. Non, parce qu'ils ont un autre type de pouvoir, enfin voilà. Mais il se passe quelque chose là, et donc c'est très difficile, je pense, pour le régulateur. Comment on aide le régulateur à remettre en question, en fait, ce sur quoi il est fondé? Merci pour cette question qui est au cœur exactement de toute la table ronde. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis un cypherpunk, et j'ai une toute petite question pour Monsieur Sutour. Qu'est-ce qu'il pense des propriétés de fongibilité et de haut porteur pour les actifs? Alors, Ethereum, pareil, les conditions, là maintenant la fongibilité. Fongibilité et haut porteur. Ok, merci. Je pense qu'il va devoir nous donner une consultation personnelle à tous. Bonjour, Stéphane Foy. Donc je rebondis sur la première question qui a été posée. On dit donc la blockchain. Moi, j'aurais tendance à poser la question ensuite sur laquelle, c'est-à-dire dès lors que... Les blockchains. Oui. Mais vous avez raison. Dans l'absolu, j'aurais tendance à demander laquelle, parce que on parle de blockchain publique, privée. Si on ne s'accroche pas à une des grosses blockchains qui existent, comme celle de Bitcoin et celle de Ethereum, sous l'aspect registre, j'entends, sur quelle blockchain on va s'appuyer pour pouvoir garantir sa sincérité, le fait qu'elle ne puisse pas être altérée. C'est-à-dire, si je crée ma blockchain, est-ce que je ne suis pas juge et partie? Est-ce que je peux prouver à des tiers qu'elle n'est pas altérée? Parce que la puissance des autres blockchains, c'est le nombre de nœuds qui la calculent et qui fait qu'il faut être majoritaire pour qu'il y ait, comme on dit, un fork et qu'on puisse dire c'est moi qui détiens la vérité. Merci. Donc au-delà des concepts, sur quoi on s'appuie? Bonjour, Goudé Abalé, étudiant à Sciences Po Lille et assistant parlementaire. J'avais une question qui porte sur la confiance véritablement qu'on place dans une blockchain, c'est-à-dire les données qui y sont stockées. Quelle valeur juridique, quel régime juridique on peut leur accorder? Aussi, Primavera de Filippi, vous parliez de la différence entre confidence et trust et le fait qu'on n'est pas sur une élimination des tiers de confiance, mais un renouvellement, je pense. Quelle place pour les oracles? Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette fonction qui est propre au blockchain? Qui veut répondre le premier? Alors, Thomas Prudhomme, je vous en prie. Moi, peut-être simplement sur les aspects technologiques, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup, notamment quand des boîtes viennent nous voir en nous disant on a un business model fondé sur la blockchain. Donc effectivement, quelle blockchain? C'est un sujet, clairement, il n'y a pas de réponse aujourd'hui. On ne peut pas donner de réponse claire. Personnellement, je pense qu'on n'est pas à l'abri de la machine à vapeur versus la voiture. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas dans des proto-blockchain qui sont beaucoup trop lourdes, beaucoup trop consommatrices en énergie, qui n'ont pas de frein, pas de volant, et qui permettent simplement de commencer à imaginer des modèles, mais qui attendent leur... Mais sans lesquels on n'aurait pas inventé le moteur à explosion. Exactement, c'est pas parce c'est pas parce que la machine à vapeur faisait pas ce que fait une voiture aujourd'hui que c'était pas une première voiture. Donc peut-être que ça... Elle risque de devenir obsolète alors? C'est ça que vous nous dites? En tout cas, pas dans le concept, mais technologiquement, on voit qu'on est quand même handicapé par beaucoup de choses, notamment l'énergie, notamment le temps de réponse, notamment le off-chain, in-chain. Enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est encore très au début des technologies. Soit les blockchains arrivent à muter et à aller. On voit que Ledger avance pas mal là-dessus. Il parle Ledger sur ces sujets. Voilà, c'est simplement notre position. Primavera de Filippi, peut-être sur cette question justement sur quoi on s'appuie. Oui. Pour moi, en fait, pour rebondir justement sur l'idée de l'internet intranet, je pense que les deux ont énormément de valeur. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas du tout envie d'utiliser que l'Internet public pour leurs transactions. Mais ce qui est important, c'est justement de comprendre comment est-ce que
une intranet ou une blockchain privée peut interagir avec l'internet public ou une blockchain. Mais laquelle? Lesquelles? Laquelle ou lesquelles, c'est pas. On ne va pas les nommer, ça ne sert à rien de les nommer, c'est plus quelles sont les conditions nécessaires pour justement s'assurer qu'on peut faire confiance au fonctionnement et donc à l'immutabilité de ces technologies. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est justement de comparer, d'analyser les dynamiques entre les deux, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles des entreprises préféreraient avoir justement tout simplement pour des raisons de confidentialité, etc., des blockchains de consortium au sein donc d'opérateurs auxquels on fait confiance dans le consortium, tout en sachant que c'est des questions complémentaires, c'est-à-dire que dans une blockchain de consortium, d'une certaine façon, il y a moins de risques justement de cooptation par des gens qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y a une personne qui contrôle plus de 50% du réseau. Donc d'une certaine façon, on peut avoir un système plus sécurisé parce qu'on sait exactement qui participe donc à cette blockchain. Après, évidemment, c'est une question de nombre. Donc combien de personnes est-ce qu'on veut mettre dans ce consortium pour s'assurer qu'il ne peut pas y avoir une collusion entre les acteurs. Mais je pense que l'aspect intéressant, donc pour répondre à ces deux questions, c'est que pour beaucoup d'applications, on peut très bien avoir un système de consortium donc à 10, à 100 ou à 500 acteurs. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est justement, évidemment, si on ne fait pas confiance au consortium, donc le régulateur notamment, il pourrait se dire, ça se trouve que tous ces acteurs, tous ces opérateurs qui sont régulés, ils ont peut-être se sont mis d'accord pour modifier les informations. Et c'est là où justement l'interaction entre la blockchain privée et la blockchain publique devient intéressante, puisqu'on peut d'une certaine façon notariser l'état d'une blockchain privée sur la blockchain publique, de façon à ce qu'ensuite on peut retourner justement observer l'historique de la blockchain privée et pouvoir voir qu'effectivement elle n'a pas été manipulée, parce qu'on a enregistré des garanties à des temps précis sur une blockchain publique. Donc le fait qu'il existe cette interaction entre les deux, ça veut dire qu'on peut, grâce à la trace qui a été laissée sur la blockchain publique, on peut faire confiance à ce que les informations et donc l'historique de la blockchain privée n'a pas été manipulé. Oui. Donc l'interopérabilité va être, au moins dans un premier temps, un élément déterminant c'est ce que vous dites, entre intranet et Internet, de la confiance et de la fluidité sur les grandes blockchains. Oui, je pense pas que c'est de l'interopérabilité, je pense que c'est plus d'utiliser chaque outil, chaque blockchain pour ce qu'elle est utile oui, mais vous voyez qu'en même temps, tout le monde s'inquiète de savoir ou s'interroge sur laquelle utiliser, même quelle technologie, et sur quelle... Enfin, ça dépendra des cas d'usage. Il n'y a pas une blockchain et une technologie qui va se porter à toutes les utilisations. C'est une réponse. Alors, Maître Sutour, Nadia, vous voulez... J'allais en complément, je suis d'accord avec Primavera et avec Thomas. C'est pas complètement sec et c'est pas complètement mûr pour dire qu'il y a telle ou telle technologie qui va fonctionner et c'est lié au cas d'usage. Je pense également que hésiter sur le fait de s'engager sur une technologie quand on lance un projet est dangereux parce qu'on ne le fera pas. Donc pardon, mais que ça soit sur Liquidshare ou Archipel, on fait des choix et on avance comme ça, et à la limite, on fait attention à savoir s'il y a de la réversibilité ou pas, et ça c'est un point important, mais quel que soit le projet, enfin je veux dire, aujourd'hui, quelle que soit la techno qu'on utilise, on ne sait pas dans quel état elle sera, c'est pas exclusif à la blockchain, et je pense que c'est un point hyper important. Ensuite, sur la gouvernance et la confiance, il y a aussi un point, typiquement la Caisse des dépôts est tiers de confiance depuis 204 ans, et vous ne demandez pas vraiment comment ça se passe et comment ça marche, et à la fin, vous avez confiance. Et vous avez même confiance en une base de données centralisée. Hein. Donc je pense que le point est aussi lié à quels sont les acteurs qui sont sur le sujet, quel type de gouvernance est mise. Typiquement, quand je vous parlais du fait qu'on ait plusieurs nœuds dans Archipel, eh ben, vous saurez que le nœud d'Archipel ne valide pas les transactions, ce n'est pas son objet. Donc ça c'est un point important, et ça ne vous donnera pas d'indication sur la technologie parce que ce n'est pas d'habitude les technologies qui font ça qu'on a utilisées. Ça c'est un autre point pour ceux qui sont un peu tech. Ensuite, un autre point, c'est aussi en fait
comment on va traiter cette information? Vous avez posé la question de la donnée. Alors déjà, il n'y a pas vraiment de données dans blockchain. Il y a des empreintes numériques d'informations. Donc ça va être plutôt des sujets off-chain, etc. Donc ça, c'est plutôt géré de façon classique, je dirais, par rapport à un système d'information. Ça, c'est un point également important. Et sur l'instant Netscape, pardon, sur le moment, vous venez de nous répondre. C'est pas encore mûr. Enfin, vous le voyez à quel moment? Parce que est-ce que là, vous pouvez nous rajouter un aspect? Alors, on m'a posé la question il y a 4 ans. J'avais dit entre 5 et 10. Je vais rester cohérente. Je vais rester entre 3 et 5. Ça se rapproche alors. Et nous, de toute façon, on a dit qu'on sera en prod à la fin de l'année, donc ça sera cohérent et ça fonctionnera. La techno, elle sera pas sèche parce qu'en fait, c'est effectivement le cas de la voiture était un bon exemple. C'est pas fini et on avance. En revanche, pour moi, les principes, ils sont importants. Et je vais faire le pont sur la partie question sociétale et après je vais passer la parole à Jérôme. En fait, ces éléments-là, et moi j'en suis fondamentalement persuadée, existent parce que la société évolue. Il se trouve que dans cette même salle, j'avais vu un prêtre et un sociologue qui s'appelle Maffezoli, qui parlait de la transformation, du passage de société individuelle à la société de communauté. On a une évolution sur les attentes des gens, sur les attentes vis-à-vis de leur responsabilisation par rapport à leurs données, sur le fait qu'ils soient plus dans une économie partagée, circulaire, collaborative, etc. En fait, la réalité, elle est beaucoup moins simple et l'évolution économique de ces points est beaucoup moins simple et très compliquée à prendre en compte, à mon sens, d'un point de vue réglementaire. Mais c'est un point important. On a noté, je ne sais pas si vous nous éclairez, mais Maître Sutour, alors, au fond, pour qu'on passe au moteur explosion, il y a des moments où il faut qu'il y ait explosion, et il faut qu'il y ait des réponses aux questions techniques là, qui vous ont été posées, sur les conditions, sur la fongibilité. Quelles sont vos réponses déjà? Et puis de manière plus globale, sur l'instant. Pour répondre aux questions, je pense qu'il faut les voir il y a une question qui est par le bas et une qui est par le haut. C'est-à-dire une qui est vraiment technique et puis une qui est philosophique. Je vous en prie. Celle qui est plutôt technique, c'est qu'aujourd'hui, quand on est face à une problématique de nature juridique, je dois rapporter généralement la preuve que ce que j'ai fait fonctionne bien. Par exemple, sur la question du registre de titres. Quand monsieur me posait la question de la fongibilité, je dois démontrer que du point de vue de l'opérationnalité technique, il y a bien un élément où je peux diviser en petits morceaux pour transférer. Et donc, hic nunc, ici et maintenant, quand on travaille sur des projets blockchain ou des opérations blockchain, on revient à une approche qui est purement basique, qui est de dire comment ce que j'essaie de démontrer, je suis en mesure de le démontrer, et comment l'outil me permet la démonstration. D'accord ? Donc pour l'exemple sur l'histoire du registre, aujourd'hui sur des opérations de registre que l'on fait, on se pose la question de savoir comment je démontre qu'il y a bien un bon enregistrement, mais comme aujourd'hui je me dis je peux me prendre une baffe si j'arrive pas à avoir une situation d'interopérabilité, de maintien technique, je vais faire une copie, style copie-écran, pour dire quel est mon registre. Et donc pour monsieur, il faut que ce soit fongibilité, pareillement, comment je démonte la fongibilité. Donc ça, c'est vraiment le basique. Ensuite, un point où où c'est ma vision personnelle qui n'engage que moi, je pense qu'il n'y a rien de neuf sous le ciel, nous dit l'Ecclésiaste. Rien. C'est juste un outil. Et le droit, qui est un des outils qui est les plus merveilleux de l'univers, puisque c'est grâce au droit qu'on a l'écriture. Et qu'on arrive à s'entendre ? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'écriture, c'est les juristes qui l'ont faite. Aujourd'hui, tout le droit existe. Simplement, parfois, on doit le prendre selon un prisme différent par rapport aux données. Là-dessus, il y a une représentante de l'AMF qui est là. Vous dire que l'AMF a fait un truc qui est juste extraordinaire en droit français, quand elle a reconnu le fait que un token n'est pas un instrument financier s'il ne donne pas le droit à du cash ou à un autre instrument financier. C'est un point qui aurait pu être débattu pendant des années. Qu'est-ce que je veux donc répondre par rapport à ce que disait madame ? On a une approche qui est purement basique, et ça, je ne pense pas qu'elle bougera. Et puis après, une approche philosophique qui est de dire on a des données dans un monde existant et on se doit débrouiller avec pour essayer de faire avancer les choses avec la blockchain. Merci, et je vais invoquer à mon tour l'Ecclésiaste pour tenir le temps. Je voudrais, mesdames et messieurs, qu'on remercie les orateurs de cette première table ronde.